Et si je te disais que j'ai passé les 50 premières années de ma vie à m'excuser d'exister? Et si je te disais que pendant des décennies, j'ai cru que mon silence protégeait les autres, alors qu'en réalité, il me détruisait lentement? Je m'appelle Élise Margot Carpentier. J'ai 74 ans. Je suis née dans une petite maison en pierre aux abords d'Angoulême, dans le sud-ouest de la France. Une ville tranquille, entourée de champs de tournesol et de souvenirs que j'ai longtemps tenté d'oublier. On pense souvent que la douleur s'atténue avec le temps, mais la mienne s'est installée comme un meuble ancien dans le salon de mon esprit, silencieuse, imposante, impossible à déplacer. Je me suis habituée à vivre autour d'elle, à organiser ma vie pour ne pas trébucher dessus, mais elle était toujours là. Mon père s'appelait Gérard. Pour les voisins, c'était un homme respectable, travailleur, souriant, impliqué dans la paroisse. Mais à l'intérieur de notre maison, derrière les rideaux tirés, il était un autre homme. Un homme que personne n'aurait voulu croire capable de telles choses. Et pourtant, j'ai appris très tôt que les monstres portent souvent des visages ordinaires. J'avais 7 ans quand tout a commencé. C'est la première fois que je me suis sentie quitter mon corps, comme si mon esprit refusait de rester témoin de ce que mes yeux voyaient. J'ai grandi avec cette habitude de me dissocier, de flotter au-dessus de moi-même pendant qu'il transformait mon corps d'enfant en champ de guerre. Chaque fois que j'entendais ses pas dans le couloir, mon estomac se nouait, mes membres se figeaient et je me répétais en boucle « Ne pleure pas, ne fais pas de bruit, ce sera fini bientôt ». Ma mère, Anne-Marie, ne disait rien. Parfois, elle tournait la tête. D'autres fois, elle fixait le sol. Mais jamais elle n'a dit un mot. Jamais elle ne m'a prise dans ses bras après. Elle m'a appris, sans jamais le dire, que les choses atroces pouvaient devenir normales si on les ignorait assez longtemps. À l'école, j'étais cette fille calme, effacée, toujours dans les coins. Je souriais beaucoup. On m'a souvent dit que j'étais sage, douce, facile à vivre, si seulement ils savaient. Si seulement quelqu'un avait vu la peur dans mes yeux, la façon dont je sursautais quand un adulte levait la voix, ou les nuits passées sans sommeil à fixer le plafond. Mais personne ne posait de questions. Et moi, je n'avais pas les mots pour expliquer ce que je vivais. Alors j'ai appris à me taire, j'ai appris à plaire, j'ai appris à disparaître à l'intérieur de moi-même. Les années ont passé. J'ai quitté Angoulême dès que j'ai pu, à 19 ans, pour aller vivre à Tours. J'ai travaillé comme secrétaire dans un cabinet d'architecte, puis comme assistante dans une bibliothèque. Des postes discrets, des endroits où personne ne me demanderait de parler de moi. Je n'ai jamais eu d'enfants. Je n'en ai jamais voulu. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'avais trop peur de transmettre la douleur, trop peur de ne pas savoir les protéger, trop peur de devenir, sans le vouloir, ce que ma mère avait été, une présence absente, incapable de sauver. J'ai eu des compagnons, parfois, des hommes gentils, mais je partais toujours avant qu'ils ne s'approchent trop, avant qu'ils ne touchent les murs de mon passé, avant qu'ils ne sentent les échardes de ma mémoire. Je pensais qu'aimer signifiait exposer les autres à mon chaos. Alors je me suis tenue à l'écart, jusqu'au jour où j'ai rencontré Luc. Luc n'était pas comme les autres. Il ne m'a jamais demandé d'expliquer. Il ne m'a jamais forcé à parler. Il s'asseyait à côté de moi en silence, comme s'il savait que le silence pouvait être un refuge. Il ne m'a jamais dit « Oublie », il disait « Je suis là ». Avec lui, j'ai commencé à écrire. Pas des livres, pas des mémoires, juste des phrases, des morceaux, des souvenirs fragmentés sur des bouts de papier. Je les rangeais dans une boîte sous mon lit. Un jour, Luc a trouvé cette boîte. Il n'a rien lu. Il m'a juste dit « Ce que tu portes est trop lourd pour le garder seul ». Ce soir-là, j'ai lu à haute voix ce que j'avais écrit à 7 ans. Je suis un fantôme dans ma propre maison. C'est la première fois que je me suis entendue. Et c'est ce soir-là que j'ai compris que ma voix avait survécu. Malgré les années de silence, malgré les abus, malgré la honte, elle était là et elle voulait enfin parler. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je suis restée jusqu'à la fin parce que je crois au pouvoir de la vérité. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la. Pas pour l'algorithme, mais parce qu'il y a encore des femmes comme moi qui attendent d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Dans la prochaine partie, je te raconterai comment, après toutes ces années, j'ai commencé à croire que je méritais la paix. Je crois que j'ai commencé à vieillir avant même d'avoir 8 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent d'un coup, mais une lente transformation silencieuse. Les autres enfants jouaient à la marelle ou couraient après des papillons, pendant que moi, je passais mes après-midi assise dans le grenier, à écouter les pas dans la maison, toujours sur mes gardes. Mon corps était petit, mais ma vigilance, elle, avait déjà l'ampleur d'une adulte brisée. Le grenier de la maison de mon enfance était mon seul refuge.
Là-haut, entre les vieilles malles de linge et les boîtes à boutons de ma grand-mère, je respirais un peu. Il y faisait toujours un peu froid, même en été, mais ce froid-là était doux comparé aux mains glacées de mon père. Chaque fois que ses doigts me touchaient, c'était comme si le monde s'arrêtait de tourner. Un silence assourdissant me happait, un vide intérieur que je n'arrivais pas à combler. Gérard, mon père, n'était pas violent au sens visible du terme. Il ne criait pas, il ne frappait pas. Non, son arme était le silence, la manipulation, l'omniprésence. Il se rendait indispensable à tout dans la maison. Il réparait les serrures, cuisinait parfois, accompagnait ma mère au marché. Et pourtant, dans ses gestes ordinaires, se cachait un homme capable de transformer une chambre d'enfant en tombe. Les premières fois, je pensais que c'était moi qui avais mal compris. Il disait que c'était un jeu, que c'était notre secret. Et comme j'étais une enfant qui voulait être aimée, j'ai cru que ce secret prouvait quelque chose, que j'étais spéciale, précieuse, aimée. Mais ce sentiment n'a pas duré. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas de l'amour. C'était de la terreur, en déguisement. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'avais 8 ans. Il pleuvait fort. Les gouttes tambourinaient sur les tuiles, comme des coups de marteau. Je m'étais réfugiée sous la table de la cuisine, espérant qu'il m'oublierait. Il m'a trouvée quand même. Et dans l'obscurité, il m'a murmuré « Tu vois, même la pluie ne pourra pas te laver de moi. » Je n'ai plus jamais aimé la pluie après ça. À l'école, les institutrices me disaient que j'étais dans la lune. Elles pensaient que je manquais d'attention. Mais en vérité, j'étais en alerte constante. Chaque bruit, chaque mouvement inattendu me faisait sursauter. Je vivais avec cette peur permanente qu'un jour, tout le monde découvrirait la vérité et que ce serait moi qu'on accuserait. C'est souvent ainsi pour les enfants victimes. On pense que c'est notre faute. Que si quelque chose de si sale nous arrive, c'est forcément parce qu'on l'a mérité. Je n'osais pas parler, pas même à mon amie d'enfance, Chloé. Elle habitait à 2 maisons de la nôtre. On allait à l'école ensemble. On jouait parfois à la corde à sauter. Elle me prêtait ses livres et me confiait ses secrets d'enfant. Qu'elle avait peur du noir, qu'elle rêvait de devenir vétérinaire. Moi, je ne lui ai jamais rien dit. J'étais persuadée qu'elle ne comprendrait pas, ou pire, qu'elle me rejetterait. Je portais ce poids toute seule, et je le faisais bien, tellement bien que même ma grand-mère, une femme douce et attentive, ne s'est jamais doutée de rien. C'est elle qui m'a appris à coudre, à faire du pain, à réciter des poèmes. Avec elle, je me sentais presque normale, mais cette normalité ne durait jamais longtemps. Ma mère, Anne-Marie, était distante, froide, pas cruelle, non, juste absente. Elle ne me battait pas, elle ne me grondait pas non plus. Elle m'ignorait comme si j'étais un meuble de plus dans la maison. Je ne sais pas si elle savait. Parfois, je crois qu'elle savait. D'autres fois, je me dis qu'elle ne voulait pas savoir. Elle préférait peut-être se convaincre que tout allait bien, plutôt que d'affronter l'horreur. Je rêvais souvent d'un ailleurs, d'un endroit où je pourrais devenir une autre, où mon nom ne serait pas synonyme de honte. J'imaginais une maison avec une balançoire, un jardin rempli de lavande et surtout des portes que l'on pouvait fermer à clé. Mais dans la réalité, je n'avais nulle part où aller. Les années ont continué de passer. J'ai développé des migraines chroniques, des insomnies. Mon corps essayait de crier ce que ma bouche n'osait pas dire. Je tombais malade souvent. Le médecin disait que c'était psychosomatique. Je ne comprenais pas ce mot à l'époque. Mais aujourd'hui, je sais, mon âme était en feu et personne ne voyait les flammes. À 12 ans, j'ai cessé de pleurer. Je suis devenue une pierre, une coquille, une fille qui savait comment survivre, mais pas comment vivre. Et pourtant, malgré tout cela, j'espérais encore. Je ne sais pas d'où venait cette petite lumière en moi. Peut-être de ma grand-mère, peut-être de Dieu, peut-être de ce besoin vital de croire que quelque chose de bon m'attendait quelque part. Je me suis promis qu'un jour, je partirais et que jamais, jamais je ne ressemblerai à mes parents. Ce serment, je l'ai gravé en moi comme un tatouage invisible. Et c'est ce serment qui m'a tenu en vie pendant les pires années. Je crois que la première fois où j'ai perdu foi en Dieu, c'était un dimanche matin, en pleine messe, alors que j'avais à peine 13 ans. Nous étions à l'église Saint-Antoine, un édifice ancien et froid aux vitraux colorés et à l'encens entêtant. C'était censé être un lieu de refuge, un espace sacré. Mais pour moi, c'était une cage dorée où l'on me rappelait chaque semaine que le silence était plus précieux que la vérité. Ce jour-là, j'étais assise à côté de ma mère, comme toujours. Le prêtre, le père Jean-Marie, prêchait sur la compassion et le pardon. Des mots magnifiques, bien rythmés, des phrases qui faisaient hocher la tête des fidèles. Mais tout en l'écoutant, je regardais les mains jointes de ma mère. Et je me demandais comment elle pouvait encore les joindre, ses mains, alors qu'elle savait. Comment pouvait-elle se tenir là, agenouillée, humble, alors que chaque soir, elle détournait les yeux d'un crime
qui se répétait à quelques mètres de sa chambre. Je me suis sentie trahie, non seulement par ma famille, mais aussi par ma foi. J'avais grandi dans l'idée que Dieu voyait tout. Alors pourquoi ne faisait-il rien? Pourquoi laissait-il faire cela? J'ai cessé de prier ce jour-là. Mes lèvres bougeaient encore pendant les psaumes, mais mon cœur, lui, était vide. Mon père, lui, était très impliqué dans la paroisse. Il aidait à organiser les fêtes religieuses, portait les chaises, animait parfois des lectures. Il savait se rendre indispensable. On le respectait, on le saluait avec admiration. Et moi, j'apprenais à sourire aux gens qui le complimentaient, à hocher la tête quand on me disait à quel point j'avais de la chance d'avoir un père aussi dévoué. Je me sentais prise au piège. L'Église aurait dû être un sanctuaire. Elle est devenue un théâtre. Et dans ce théâtre, mon rôle était celui de la fille pieuse, discrète, irréprochable. Je me rappelle d'un après-midi où j'avais osé me confier, en partie, au père Jean-Marie. J'avais inventé une histoire. J'avais dit qu'une amie subissait des choses étranges chez elle, que son père était parfois trop affectueux. Je voulais voir sa réaction. Je voulais qu'il me donne une issue, une réponse, une main tendue. Il a écouté, puis m'a souri tristement. Il a dit que parfois, l'imagination des jeunes filles débordait, qu'il fallait prier pour apaiser les pensées impures. Je me suis tue, définitivement. Je ne suis plus jamais retournée le voir. Je comprenais désormais que même les hommes de Dieu pouvaient choisir de ne pas entendre, ou pire, choisir de ne pas croire. Ce silence religieux, cette chape de plomb spirituel, m'a poursuivi toute ma vie. Il m'a appris à douter de moi, à croire que ma douleur n'était pas assez importante pour être reconnue, que je devais m'en accommoder comme on s'accommode d'une mauvaise saison ou d'un rhume persistant. Mais un jour, ce poids a commencé à fissurer mes fondations. J'ai eu mes premières crises d'angoisse à 14 ans. Elles survenaient sans prévenir. Une sensation d'étouffement, le cœur qui s'emballe, les mains moites. Je me cachais dans les toilettes du lycée. Je respirais dans un mouchoir pour ne pas faire de bruit. On pensait que j'étais juste une élève stressée, mais en réalité, j'étais une fille en train de se noyer. Je m'endormais avec un sentiment de terreur. Et chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'espérais que la nuit ait effacé ce que je portais. Mais rien ne s'effaçait. Au contraire, tout devenait plus lourd, plus présent. Je n'avais personne à qui parler. Pas de sœur, pas de tante de confiance. Mes cousines vivaient loin et mes amis, je leur montrais une Élise polie, souriante, qui savait écouter les peines des autres, mais ne parlait jamais des siennes. Je devenais une spécialiste du camouflage. J'ai même envisagé un jour de disparaître, de prendre le train, n'importe lequel, de m'asseoir au hasard et de ne jamais revenir. Mais quelque chose en moi résistait. Ce n'était pas l'espoir, c'était l'obstination. Je voulais survivre, ne serait-ce que pour prouver que j'étais plus forte que lui, plus forte que leur silence, plus forte que la peur. Et alors, je me suis réfugiée dans les livres. Je lisais tout ce que je pouvais trouver, des romans, des encyclopédies, même des vieux journaux. La lecture est devenue ma cachette secrète. Dans les pages des autres, je pouvais vivre des vies où personne ne me touchait sans mon consentement. Des vies où les mères se battaient pour leurs enfants, où les pères protégeaient au lieu de blesser. Mais refermer un livre, c'était toujours revenir à ma réalité. Et cette réalité était celle d'une adolescente qui apprenait, jour après jour, à marcher sur des œufs dans sa propre maison. Je crois que j'ai commencé à vieillir dans mon âme bien avant de vieillir dans mon corps. À 15 ans, alors que certaines filles expérimentaient leur premier flirt, leur premier bal, moi je vivais déjà comme une vieille dame prisonnière de son passé. J'étais enfermée dans une routine d'évitement, une stratégie de survie que je peaufinais jour après jour en silence. À l'école, je devenais l'élève exemplaire, celle qui lève la main, qui rend ses devoirs à l'heure, qui ne dérange jamais en classe. Mes professeurs me trouvaient brillante. Une ou deux fois, une enseignante m'a demandé pourquoi je paraissais si triste, si distante. Mais j'avais appris à sourire avec les lèvres, jamais avec les yeux. Je leur répondais que je dormais mal ou que j'avais simplement beaucoup de choses en tête. Des réponses polies, acceptables et surtout inefficaces pour ouvrir la porte de mon enfer. À la maison, rien ne changeait. Mon père continuait d'exercer son emprise, toujours avec cette froideur méthodique. Il choisissait ses moments, jamais quand ma mère était à côté, jamais quand des voisins étaient dans les parages. Il maîtrisait l'art du camouflage. Et moi, je devenais son théâtre intime, son lieu d'expiation. Il me disait parfois avec un calme glaçant, « Si tu parles, tu détruis notre famille. » Et je le croyais. Je pensais réellement que mon silence protégeait quelque chose. Ce n'est qu'avec le recul que je comprends. Je ne protégeais pas ma famille. Je protégeais sa réputation. Et je me détruisais moi. Ma mère, elle, restait dans son monde.
toujours distante, toujours concentrée sur ses recettes, ses napperons, ses prières du soir. Elle avait cette capacité incroyable à ne jamais me regarder vraiment dans les yeux, comme si elle pressentait ce qu'elle allait y voir et qu'elle ne voulait pas y faire face. Je me souviens d'un soir où je me suis risquée à poser une question simple, presque banale. Je lui ai dit « Maman, est-ce que tu as été heureuse, toi, quand tu avais mon âge ?» Elle a froncé les sourcils, comme si la question elle-même était une offense. Puis elle a répondu « Ce n'est pas une époque pour poser ce genre de questions. » Et elle est retournée à son tricot. Ce soir-là, j'ai compris que je ne devais attendre aucun secours de sa part. Alors, j'ai commencé à écrire. Des carnets entiers, des pages remplies de phrases que je n'osais pas dire à voix haute. C'était mon seul exutoire. J'écrivais la nuit, à la lueur d'une veilleuse, des histoires inventées, des lettres à Dieu, des dialogues imaginaires avec une Élise qui aurait été aimée, protégée. Mais un jour, mon père a trouvé un de mes cahiers. Je l'avais mal caché, sous le matelas. Il l'a lu. Je l'ai su parce que, ce soir-là, il ne m'a pas touchée. Il était resté debout dans le couloir, à me regarder en silence. Puis il a dit « Tu es devenue bien ingrate » et il a quitté la maison pour la nuit. Je n'ai jamais su où il est allé. Mais à partir de ce jour, quelque chose a changé en lui. Il n'était plus seulement froid, il est devenu dangereux. Il me surveillait davantage. Il fouillait mes affaires, il faisait des remarques blessantes, humiliantes, en public comme en privé. Je n'étais plus seulement sa chose, j'étais devenue son ennemie silencieuse. Et moi, je commençais à rêver d'une vraie fuite. Je voulais partir, vraiment partir. Je me suis mise à économiser en cachette. Je gardais l'argent de mes goûters. Je proposais de faire des petits travaux pour les voisines, promener leurs chiens, arroser leurs plantes. Chaque pièce était un pas vers la sortie. Mais où aller? Je n'avais pas de famille à qui me confier, pas d'amis assez proches. Et puis, j'étais encore mineure. Je le savais. Si je fuyais, on me ramènerait. Et je serais punie, encore plus lourdement. Alors j'ai attendu. Je me suis dit, à 18 ans, je m'en vais. Ce chiffre est devenu une lumière au bout du tunnel. Chaque jour, je rayais un jour sur le calendrier. Un jour de moins, un pas de plus. Et dans ce processus, je me suis endurcie. Je n'étais plus une enfant. J'étais une adolescente en guerre contre sa propre maison. Mais personne ne voyait la guerre, parce qu'elle n'avait pas de bruit, pas de sang. Seulement des silences trop lourds et des regards fuyants. Je me rappelle parfaitement le jour de mes 18 ans. Ce n'était pas un anniversaire. C'était une échéance, un pacte secret que j'avais signé avec moi-même des années auparavant. Je m'étais juré que ce jour-là, je quitterais cette maison, coûte que coûte. Et pourtant, ce matin-là, alors que le soleil filtrait à travers les volets, j'étais figée. Mon sac était prêt, caché derrière la porte de ma chambre. Mon maigre pécule, soigneusement enroulé dans un chiffon, attendait au fond d'une vieille boîte à bijoux. Mais mes jambes ne bougeaient pas. La peur m'avait rattrapée, pas celle de l'inconnu, mais celle de ne pas tenir ma promesse. Je suis restée assise sur le lit pendant 1 heure, puis 2. J'entendais les bruits habituels de la maison, la cafetière qui gargouille, les pas de ma mère dans la cuisine, la voix grave de mon père au téléphone. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout aurait dû changer. Ce jour devait être le début de ma nouvelle vie. Finalement, vers midi, je suis sortie, sans un mot, sans un regard en arrière. Je suis allée jusqu'à la gare de la petite ville voisine, Angoulême. Là, j'ai acheté un billet pour Bordeaux. C'était tout ce que je connaissais. J'y étais allée 1 fois avec l'école, pour une sortie scolaire. Je me souvenais des rues pavées, des tramways et de l'impression d'anonymat que procure une grande ville. Dans le train, je n'ai pas pleuré. Je crois que je n'en avais plus la force. Je regardais le paysage défiler et à chaque kilomètre, je me sentais un peu plus étrangère à ma propre histoire. À Bordeaux, j'ai trouvé refuge dans un foyer pour jeunes femmes. C'était petit, modeste, mais sécurisant. On m'a accueilli avec bienveillance. On ne m'a pas posé trop de questions. On m'a laissé le temps. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans crainte. Mais la paix n'est pas venue tout de suite. La peur s'était incrustée en moi comme une seconde peau. Pendant des mois, je sursautais au moindre bruit. Je vérifiais 3 fois si la porte était bien fermée. Je mettais une chaise sous la poignée chaque nuit. Je ne faisais pas confiance, ni aux hommes, ni aux femmes, ni à moi-même. J'ai trouvé un petit travail dans une librairie du centre-ville. Le patron, M. Lambert, était un vieil homme cultivé et discret. Il ne posait pas de questions. Il m'a appris à classer les ouvrages, à conseiller les clients, à réparer les couvertures abîmées. Peu à peu, je me suis sentie utile, moins invisible. J'écrivais encore, mais plus seulement pour exorciser. J'écrivais pour comprendre. Je notais des bribes de souvenirs, des rêves, des sensations. Un jour, une femme est entrée dans la boutique. Elle cherchait un livre sur les violences familiales.
Elle avait l'air perdue. On a parlé longtemps. Et sans vraiment savoir pourquoi, je lui ai raconté une partie de mon histoire. Pas tout, juste assez. Elle m'a écouté sans juger. Et à la fin, elle m'a dit « Vous devriez en parler à d'autres ». Cette phrase m'a hantée pendant des semaines. Puis un jour, j'ai appelé une association. Je suis allée à une première réunion. Assise en cercle avec d'autres femmes, j'ai entendu des récits qui ressemblaient aux miens. Et pour la première fois, je n'étais plus seule. Je me suis mise à parler, hésitante d'abord, puis plus clairement. Je disais les mots interdits. Je nommais les gestes, les silences, les regards. Et chaque fois que je le faisais, quelque chose en moi se réparait. Ce n'était pas magique, ce n'était pas immédiat, mais c'était réel. J'avais 19 ans et j'apprenais enfin à vivre. J'avais 21 ans quand j'ai rencontré celui que je pensais être différent. Il s'appelait Luc. Il travaillait dans un atelier de céramique non loin de la librairie où j'étais toujours employée. Il venait parfois chercher des livres sur l'art, sur les couleurs, sur la forme. Il avait des mains pleines de poussière blanche et un regard calme. Il ne parlait pas beaucoup et peut-être est-ce cela qui m'a attirée. Je n'avais plus confiance dans les mots. Nous avons commencé à nous croiser régulièrement, puis à discuter. Puis un jour, il m'a proposé un café. Je l'ai regardé méfiante. Mon instinct criait de ne pas y aller. Mais une autre voix, plus douce, me disait que je ne pouvais pas passer ma vie à fuir. Alors j'y suis allée. Le rendez-vous s'est bien passé. Il n'a pas cherché à me toucher, ni à me faire parler plus que je ne voulais. Et moi, je lui ai offert le minimum. Un prénom, une ville natale floue, une passion pour la lecture. Pas un mot sur mon passé, pas une allusion à ce que j'avais fui. Nous avons continué à nous voir, lentement, à son rythme. Je crois qu'il avait compris, sans que je le dise, que j'étais une terre blessée. Au bout de quelques mois, il m'a demandé si je voulais vivre avec lui. J'ai hésité, j'ai eu peur, mais j'ai accepté. Vivre avec un homme, c'était pour moi un saut dans le vide. Chaque nuit, je dormais sur le bord du lit. Chaque matin, je me réveillais avec les épaules tendues. Je ne savais pas ce que c'était que d'être en sécurité, même dans un espace aimant. Luc était patient, trop parfois. Il attendait, respectait, ne posait pas de questions. Un jour, je me suis sentie assez forte pour lui dire une partie de mon histoire. Pas tout, mais suffisamment pour qu'il comprenne. Il a pleuré. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais vu un homme pleurer pour moi. Pas de rage, pas de colère, juste une tristesse profonde. Et dans ses yeux, j'ai vu ce que je n'avais jamais reçu, de la compassion. Cela m'a apaisée, un peu, mais le passé ne disparaît pas par amour. Un matin, j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle m'a figée. Je n'étais pas prête. Je ne me sentais pas capable d'élever un enfant. Mon corps portait encore les stigmates des violences subies. Je ne savais pas si j'avais le droit de transmettre la vie alors que la mienne avait été piétinée. J'ai pensé à avorter. J'ai même pris rendez-vous. Mais la veille, j'ai rêvé de ma grand-mère. Elle me tenait la main dans un champ de lavande. Elle me disait « Ce n'est pas ton père, ce sera toi ». Je me suis réveillée en larmes et j'ai annulé. La grossesse a été difficile. J'avais des nausées violentes, des vertiges et surtout une peur constante. Chaque coup de pied dans mon ventre me rappelait que quelqu'un arrivait, quelqu'un que je devrais protéger, et je ne savais pas comment. Luc faisait de son mieux. Il m'accompagnait à chaque rendez-vous, me massait les pieds, me parlait doucement, mais je sentais qu'il était lui aussi perdu. Il voulait m'aider, mais il ne pouvait pas m'enlever mes cauchemars. Le jour de l'accouchement, j'ai hurlé, pas de douleur physique, de mémoire, de rage, de peur, comme si tout ce que j'avais enfoui sortait d'un coup. Puis elle est née, je l'ai regardée, elle était minuscule et parfaite, et j'ai eu peur d'elle. Peu de gens osent le dire, mais moi, je l'avoue, j'ai eu peur de ma fille, peur de ne pas savoir l'aimer, peur de la blesser, peur de devenir ce que j'avais fui. J'ai mis des semaines à la prendre dans mes bras sans trembler, mais chaque jour, elle grandissait, et chaque jour, je décidais de rester, pas pour moi, pour elle. Elle s'appelait Maëlle, et elle était la première personne à qui je voulais offrir un monde sans peur. Lorsque Maëlle a eu 2 ans, elle a commencé à parler. Pas de grands discours, juste quelques mots, maman, encore, dodo, et pourtant, chaque syllabe prononcée de sa petite voix m'ébranlait. Il y avait quelque chose de miraculeux à l'entendre m'appeler. Moi, cette femme brisée, ce vestige de survivante, par ce mot que j'avais toujours pensé réservé à d'autres, maman. Mais être mère ne guérissait pas. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que la maternité pour une femme qui a été violée, maltraitée, abandonnée, n'est pas une rédemption. C'est un miroir qui vous renvoie vos blessures, vos angoisses, vos incapacités. Chaque geste vers ma fille était chargé de doutes,
Avais-je assez d'amour pour elle? Allais-je la protéger comme je n'avais jamais été protégée? Comment éviter de reproduire ce que j'avais tant haï? Luc, lui, changeait lentement. L'homme calme et patient que j'avais connu s'impatientait. Il supportait mal mes silences, mes absences mentales, mes crises d'angoisse nocturnes. Il disait qu'il comprenait, mais au fond, il ne comprenait pas. Il voulait une femme joyeuse, légère, disponible. Moi, j'étais encore en train de recoller mes morceaux. Un soir, alors que Maël pleurait dans sa chambre, il est venu vers moi avec colère. Il m'a dit « Tu n'as pas encore compris que tu dois tourner la page ». J'ai senti mes jambes se dérober. Je n'avais pas besoin qu'on me parle de tourner la page. Je vivais chaque jour avec une bibliothèque entière de douleurs. Il a commencé à s'éloigner, d'abord en restant tard à l'atelier, puis en parlant moins, puis en ne parlant plus du tout. Je voyais qu'il ne supportait plus de vivre avec mes blessures. Un jour, il n'est pas rentré. Il m'a laissé un mot. « Je ne peux pas t'aider. Je t'aime, mais je me noie. » Et il est parti. Sans un mot pour Maël, sans un regard en arrière. Je me suis retrouvée seule avec une enfant de 3 ans, un travail à mi-temps, un loyer à payer et une peur qui revenait me serrer la gorge. Je ne pouvais pas flancher. Alors j'ai repris un deuxième travail. Je faisais le ménage tôt le matin dans des bureaux, puis j'allais à la librairie. Et le soir, je m'occupais de Maël. Je dormais peu, je mangeais mal, mais je tenais. Parce que je ne voulais pas que ma fille vive ce que j'avais vécu. Je refusais qu'elle grandisse dans la peur, le silence, l'humiliation. Elle était ma lumière, mais elle était aussi un défi. Un jour, en rentrant de l'école maternelle, elle m'a demandé « Pourquoi j'ai pas de papa, moi ?» Je me suis figée, j'ai souri et j'ai menti. Il travaille très loin. Elle a hoché la tête et elle n'a pas insisté. Mais moi, je me suis effondrée, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré longtemps. Pas parce qu'il m'avait quittée, mais parce que je savais que je devrais un jour lui dire la vérité ou une vérité. Maëlle était une enfant sensible. Elle pleurait facilement. Elle se cachait derrière mes jambes quand un homme lui parlait. Et à chaque réaction, je me demandais si c'était moi qui lui avais transmis cette peur. J'avais peur qu'elle ait hérité de mes angoisses. Alors je me suis renseignée. J'ai trouvé un centre de soutien pour mères isolées. J'y suis allée et là, j'ai compris que je n'étais pas la seule. Des femmes comme moi, des histoires différentes, mais la même solitude, la même fatigue, le même besoin d'être entendue. J'ai commencé une thérapie. Ce fut long, douloureux, mais j'ai parlé de mon père, de ma mère, de Luc, de moi et de Maëlle. Et j'ai compris que l'amour ne suffisait pas, qu'il fallait aussi guérir pour ne pas transmettre la douleur. Lorsque Maëlle a eu 6 ans, elle a commencé à poser davantage de questions sur le monde, sur les gens, sur nous. Elle voulait comprendre pourquoi je ne riais jamais très fort, pourquoi je sursautais quand quelqu'un toquait à la porte, pourquoi je ne laissais jamais personne entrer chez nous sans prévenir. Je lui répondais avec douceur, parfois avec esquive, souvent avec douleur. Il n'y avait pas de mode d'emploi pour élever une enfant quand on porte des blessures anciennes. Mais elle insistait. Et un soir, en me regardant droit dans les yeux, elle a dit « Tu es triste depuis que je suis née ?» Cette phrase m'a transpercée. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit qu'elle était la plus belle chose de ma vie. Et c'était vrai. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que sa venue avait réveillé toutes mes failles. Elle était ma lumière, mais elle avait aussi éclairé mes ténèbres. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré les cicatrices, malgré la solitude, je m'attachais à chaque moment passé avec elle. Les petits déjeuners improvisés, les histoires racontées le soir, les dessins qu'elle me faisait avec son écriture encore maladroite. J'ai commencé à noter dans un carnet ses phrases, ses rires, ses colères, comme pour me prouver que j'étais bien là, avec elle, que je n'avais pas disparu. À la librairie, mon patron a pris sa retraite. La boutique a été reprise par une jeune femme, Camille, pleine d'énergie et d'idées. Elle m'a proposé de rester. Elle m'a dit « Tu es la mémoire de ce lieu ». Ces mots m'ont touchée. Personne ne m'avait jamais appelé mémoire de quoi que ce soit. J'ai accepté. Et pour la première fois, j'ai envisagé l'avenir. Camille m'a parlé de cercles de lecture, d'ateliers pour enfants, de soirées poétiques. J'ai proposé de participer, d'animer un atelier d'écriture pour femmes. Elle a accepté. Et moi, j'ai paniqué. Je n'avais jamais parlé de mon histoire en public. Mais je me suis dit que peut-être c'était le moment. Le jour de la première séance, j'avais les mains moites, la gorge sèche. 4 femmes sont venues. Elles avaient entre 30 et 60 ans. Chacune portait en elle une histoire. Je leur ai proposé d'écrire une lettre qu'elles n'enverraient jamais, une lettre à quelqu'un qui leur avait fait du mal. Elles ont écrit, et moi aussi. J'ai écrit à mon père. Je lui ai dit ce que je n'avais jamais dit, pas pour qu'il entende, mais pour que moi, je me libère.
À la fin de l'atelier, l'une des femmes m'a dit « Vous devriez publier ». J'ai souri. J'ai dit que je n'étais pas écrivain, mais au fond, cette idée a germé. J'ai repris mes carnets, j'ai relu mes textes, j'ai tout trié, tout corrigé, tout réorganisé. Et un jour, j'ai envoyé mon manuscrit à une petite maison d'édition indépendante à Toulouse. Je n'y croyais pas. Mais 2 mois plus tard, j'ai reçu une réponse. Ils voulaient le publier. Le titre serait « Les silences de l'enfance ». Quand j'ai tenu le premier exemplaire entre mes mains, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de douleur, mais de soulagement. J'avais transformé ma souffrance en mots et les mots ne m'effrayaient plus. À l'école, Maëlle a grandi. Elle était brillante, créative, mais parfois, je la voyais perdue. Elle rentrait et me disait que les autres enfants parlaient de leurs grands-parents, de leur père, de leur famille. Et elle avait des trous. Alors j'ai commencé à lui raconter des choses vraies, mais adoucies. Je lui ai dit que j'avais eu une enfance difficile, que son grand-père n'était pas un homme bon, que j'avais fui, que je m'étais battue et que maintenant, j'étais libre. Elle m'a écoutée en silence, puis elle m'a prise dans ses bras et elle a dit « Alors, c'est toi la courageuse ». Ce jour-là, j'ai su que je n'avais pas tout raté. Je crois que chaque femme qui a été brisée, humiliée, rabaissée, finit par apprendre à s'excuser simplement d'exister. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une manière de survivre. On baisse la tête, on parle moins fort, on occupe moins d'espace. On dit « désolé pour tout », pour avoir pris trop de place, pour avoir été en retard, pour avoir osé pleurer, pour avoir mal respiré. Moi, je m'étais excusée toute ma vie. Dès l'âge de 8 ans, je m'excusais en silence quand mon père entrait dans ma chambre. Je croyais que c'était ma faute, que j'avais été une mauvaise fille, que si je n'avais pas demandé de l'aide, c'était parce que je méritais ce qui m'arrivait. Je me suis excusée d'avoir fui, d'avoir aimé Luc à moitié, d'avoir élevé Maëlle sans mode d'emploi. Même quand mon livre a été publié, j'avais encore ce réflexe d'humilité maladive. Quand une lectrice venait me dire que mon récit l'avait bouleversée, je souriais timidement et je répondais « C'est juste mon histoire ». Mais un jour, quelque chose a changé. C'était lors d'une conférence sur les violences faites aux femmes, organisée par la mairie de mon quartier, à Lyon. J'avais été invitée à témoigner. Moi, une femme de 79 ans, ancienne libraire, mère célibataire, survivante. J'ai hésité, j'ai failli décliner. Mais Maëlle m'a dit « Maman, tu as mis des mots là où d'autres n'ont que des silences ». Alors j'ai accepté. Le jour venu, je suis montée sur scène. Mon cœur battait à tout rompre. Je voyais les visages dans la salle. Des jeunes filles, des femmes âgées, des hommes aussi. Et je me suis mise à parler. Je n'ai pas lu un texte. J'ai parlé avec mes tripes. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit que j'avais vécu l'indicible, que j'avais été détruite, mais que j'étais toujours là. Et que mon existence, même cabossée, avait de la valeur. À la fin, il y a eu un silence, puis des applaudissements, et une femme est venue me voir. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a pris les mains et m'a dit « Grâce à vous, je vais parler pour la première fois ». J'ai compris ce jour-là que mon histoire n'était pas qu'à moi. Elle appartenait à toutes celles qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Et j'ai cessé de m'excuser. J'ai recommencé à écrire, d'abord pour moi, puis pour d'autres. J'ai animé des ateliers dans des foyers pour femmes battues, dans des écoles, dans des centres communautaires. Chaque fois, je disais « Vous avez le droit de raconter, vous avez le droit de ne pas pardonner, vous avez le droit d'être en colère ». Je n'étais plus une survivante en silence. J'étais une femme debout. Maëlle est partie à l'université. Elle a choisi les sciences humaines, la psychologie. Elle disait vouloir comprendre la souffrance et aider les autres. Je la regardais partir avec son sac sur l'épaule, son regard droit. Et je remerciais le ciel de ne pas l'avoir contaminée de mes peurs. Mais je savais aussi que mes cicatrices étaient là et qu'elle m'avait appris l'essentiel. J'ai recommencé à me regarder dans le miroir sans baisser les yeux, à marcher dans la rue sans crainte, à refuser les invitations qui ne me respectaient pas, à dire non, à dire oui aussi, mais avec conscience. J'ai redécouvert la joie, pas celle des films ou des romans, pas la joie bruyante et flamboyante, non, une joie discrète, celle de sentir le soleil sur ma peau, d'entendre le chant des oiseaux le matin, de boire un café sans penser à fuir. J'ai fêté mes 4-20 ans dans un petit restaurant avec quelques amis et Maëlle. On a ri, on a pleuré et on a dansé. Une serveuse m'a demandé « Quel est votre secret pour avoir l'air si vivante ?» J'ai répondu « J'ai arrêté de demander pardon pour ce que je suis. Je suis maintenant une vieille femme.
J'ai 82 ans, mes cheveux sont presque entièrement blancs, mes mains portent les veines et les rides du temps et mon corps ne suit plus toujours mes pensées. Mais je me tiens droite, non pas parce que la vie m'a épargnée, mais précisément parce qu'elle m'a tout pris, puis tout redonné sous une autre forme. Je vis à Lyon, dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien, avec vue sur les toits. J'ai des plantes sur le rebord de la fenêtre, une vieille machine à écrire sur la table et des photos de Maëlle et de moi accrochées au mur. Parfois, quand le soleil se couche et que la lumière devient dorée, je m'assois dans mon fauteuil préféré, une tasse de thé à la main, et je repense à la femme que j'étais. Il y a des années, j'étais une ombre, une survivante, en silence. Une femme dont le corps avait été pris, dont la parole avait été volée, dont la foi avait été brisée. J'étais une coquille vide, me débattant avec l'idée que je n'étais pas digne d'amour, pas digne de paix, pas digne de vivre. Mais aujourd'hui, je vis, pas de façon spectaculaire, pas dans le tumulte, mais dans la vérité, dans la plénitude. J'ai appris à marcher dans la rue sans regarder derrière moi, à parler sans craindre qu'on me fasse taire, à aimer sans attendre qu'on me quitte, à me regarder dans le miroir sans honte ni regret. J'ai cessé de vouloir plaire à tout le monde. J'ai cessé de vouloir réparer ceux qui m'avaient blessé et j'ai cessé de chercher la validation dans les regards des autres. Mon cœur a mis des années à guérir. Ce n'est pas un chemin linéaire. Il y a eu des rechutes, des nuits sans sommeil, des réveils en larmes. Mais il y a eu aussi des petites victoires. La première fois où j'ai dit non, la première fois où j'ai témoigné, la première fois où j'ai écrit mon histoire et la première fois où j'ai senti au fond de moi que j'étais libre. Je ne pardonnerai jamais à mon père, ni à ma mère. Ce ne sont pas des gens que je peux absoudre et je n'ai plus besoin de le faire. Ce n'est pas la clé de ma paix. Ma paix ne dépend plus d'eux. Elle dépend de moi, de mes choix, de ma voix, de mon regard sur moi-même. J'ai pardonné à Élise, la petite fille terrifiée, l'adolescente en colère, la jeune femme déboussolée, la mère épuisée. Toutes ces versions de moi méritaient d'être aimées et aujourd'hui, je les aime. Je n'ai jamais refait ma vie avec un homme. J'ai aimé Luc, à ma manière, mais je crois que j'avais trop de blessures ouvertes pour construire quelque chose de durable. Et ce n'est pas grave. J'ai appris à être seule sans être vide. J'ai découvert que ma compagnie était suffisante, que mon silence était doux, que mon espace avait de la valeur. Maëlle vient me voir chaque week-end. Elle vit à Bordeaux maintenant où elle travaille comme psychologue. Elle accompagne des femmes, elle écoute, elle soutient. Elle m'envoie parfois des extraits de ses séances, anonymisés bien sûr, et elle me dit « Tu as été mon exemple ». Je ne sais pas si j'ai été un bon exemple, mais j'ai essayé de ne pas transmettre la douleur, de ne pas répéter l'histoire, de lui montrer qu'on peut survivre et même plus, qu'on peut s'épanouir. Quand elle est venue me voir pour me dire qu'elle attendait un enfant, j'ai pleuré. Elle m'a dit « Tu seras la grand-mère la plus forte du monde ». Et à ce moment-là, j'ai su que tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais enduré n'avait pas été en vain. Je ne crois plus au Dieu de ma jeunesse, pas à celui qu'on m'imposait dans cette église pleine de jugements, mais je crois à quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'a tenu debout dans mes pires moments, quelque chose qui a mis des gens sur mon chemin, des mots dans ma bouche et une voix dans mon cœur. Peut-être que c'est cela, la foi en soi, la foi en la résilience, la foi en l'amour qui ne fait pas mal. Je vous raconte tout cela parce que je sais que quelque part, peut-être derrière un écran, une autre femme lit ces mots, une femme qui pense qu'elle est seule, une femme qui pense que personne ne peut comprendre, une femme qui pense que la vie est finie. Et je veux lui dire, tu n'es pas seule, tu n'es pas finie et ta voix compte. Je suis Élise Margot Carpentier, j'ai été brisée, j'ai été abandonnée, j'ai été trahie, mais je suis debout et je vis sans peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans mon histoire vous a touché. Commentez, je suis restée jusqu'au bout parce que je crois en la guérison pour que je sache que vous avez entendu mon cœur. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque histoire racontée ici est un acte de vérité. Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, car parfois, une simple histoire peut sauver une vie. Et ce récit est une création 100% originale, née de mon vécu et de mon besoin de transmettre ce que j'ai appris. Merci de m'avoir écouté.